bienvenue dans ce nouveau numéro de Cinématrix dans lequel nous allons parler des biopics de réalisateurs, un sous-genre assez récent puisqu'il n'apparaît que dans les années 90-2000. En fait, il existe un antécédent avec The Buster Keaton Story, un film hollywoodien relativement obscur, il faut dire, sorti en 1957 et traduit en français L'homme qui n'a jamais ri. C'est à ma connaissance le seul film biographique sur un réalisateur produit avant les années 90, sans compter que Keaton est davantage connu comme acteur que comme réalisateur. Je vous propose donc un petit voyage dans l'histoire du cinéma à travers 13 biopics, même si tous n'en sont pas parfois, souvent réalisés par de prestigieux réalisateurs eux-mêmes, comme par exemple Peter Greenaway, Martin Scorsese ou Tim Burton. On commence avec le plus ancien de tous, le premier réalisateur de fiction. Il s'agit bien sûr de George Méliès, interprété par Ben Kingsley. Alors Hugo Cabret n'est pas vraiment un biopic sur Méliès, mais un film de fiction qui intègre des épisodes réels et fictifs du réalisateur de Voyage dans la Lune, le tout réalisé par Martin Scorsese himself. Après le premier réalisateur de science-fiction, voici la première star mondiale du 7e art, connue comme acteur et comme réalisateur. Je vais bien sûr parler de Charlie Chaplin. Avec ce film, on a affaire à un véritable biopic s'étendant sur presque 80 ans, de 1894 à 1972, date à laquelle Chaplin reçoit un Oscar d'honneur et 5 ans avant sa disparition. Richard Attenborough réussit son pari en s'appuyant notamment sur une solide performance de Robert Downey Jr., bluffant dans son interprétation de Chaplin. Troisième grand réalisateur, auteur d'un film longtemps considéré comme le plus beau du monde, le cuirassé Potemkin, le cinéaste soviétique Sergei Eisenstein, filmé ici au tout début des années 30, à l'époque de son voyage au Mexique pour tourner Que Viva Mexico. Peter Greenaway est aux commandes et nous livre un film aux antipodes des hagiographies classiques. Il y brosse le portrait d'un génie borderline, farfelu et quelque peu immature, un parti pris assez osé, d'autant que le récit s'intéresse plus aux émois sexuels naissants d'Eisenstein qu'à son travail de réalisateur à proprement parler. Restons à la même époque avec un autre géant du cinéma, allemand celui-ci, associé au courant expressionniste, Fritz Lang bien sûr, mis en scène dans un film allemand de 2016, qui reconstitue la genèse de M le Maudit, dans un récit en forme d'enquête sur le vampire de Düsseldorf, qui inspira le scénario, le tout filmé dans un noir et blanc classieux proche de la photographie du premier film parlant de Fritz Lang. Continuons à remonter l'histoire du cinéma avec cet autre réalisateur des débuts du parlant, producteur de Scarface et auteur des Anges de l'Enfer, Howard Hughes, interprété ici par Leonardo DiCaprio, dans un film intitulé The Aviator et réalisé par Martin Scorsese. Le récit commence avec le tournage des Anges de l'Enfer à la fin des années 20 et l'arrivée du son à Hollywood qui oblige Hughes à retourner des scènes. L'essentiel du film s'intéresse à l'obsession du millionnaire pour les avions et à sa déchéance psychopathologique. Voici maintenant un téléfilm fort sympathique sur l'un des plus incroyables réalisateurs hollywoodiens qui a à peine 26 ans, en 1941, sortit un film qui allait révolutionner le langage cinématographique. Son nom est Orson Welles. Le film en question s'intitule Citizen Kane et le biopic qui nous occupe ici a pour titre Citizen Wells. Tout ici est vrai, le secret entourant la production de Citizen Kane, mais aussi les pressions menées par Hearst pour faire interdire et même détruire le film avant sa sortie. Tout sauf peut-être la rencontre entre Wells et Hearst. Restons dans les années 40 avec l'épisode de la chasse aux sorcières du sénateur McCarthy, évoqué ici à travers le drame de l'un des 10 de Hollywood, le scénariste Dalton Trumbo, qui réalisera 25 ans plus tard son unique film en tant que réalisateur, Johnny s'en va en guerre, magistrale leçon de pacifisme cinématographique. Autre cinéaste a figuré sur la fameuse liste noire et a fait partie des 10 de Hollywood, le dénommé Herbert Biberman, incarné ici en 2001 par Jeff Goldblum. Le récit débute au moment des Oscars 1937 et la création de la Ligue anti-nazie. La suite ce sera La chasse aux sorcières de 1947 et l'emprisonnement des 10 de Hollywood soupçonnés de sympathie communiste. Mis au placard, Biberman se lancera alors dans la réalisation du Sel de la Terre, qui sortira en 1954, un film indépendant et engagé, tourné à la manière néo-réaliste au Nouveau-Mexique, évoquant une grève de mineurs chicanos, et ce, malgré les nombreuses intimidations dont il sera la cible. Sans doute l'un des plus beaux hommages d'un réalisateur à un autre, Ed Wood de Tim Burton, évoque la carrière du pape de la série Z des années 50. Johnny Depp confère à son personnage de réalisateur excentrique une consistance impressionnante, appuyée par une réalisation efficace et un noir et blanc sublime. On reste étonné du soin avec lequel Burton a reconstitué la fabuleuse histoire de ce grand incompris de l'histoire du cinéma,
et de la rigueur de la reconstitution. Il suffit d'ailleurs de revoir les films de Ed Wood pour prendre la mesure du travail effectué. Nous voici maintenant au tournant des années 50-60, avec le film qui va à son tour révolutionner le paysage cinématographique mondial, et le thriller en particulier. Il s'agit bien sûr du Psychose d'Alfred Hitchcock. Comme pour Fritz Lang ou Orson Welles, le récit s'intéresse ici à un moment précis de la carrière du grand Hitch, à savoir la genèse de son plus célèbre chef-d'œuvre, Psychose, en 1960. Toujours dans les années 60, en 1967-68 plus précisément, et cette fois en France, voici le portrait d'un réalisateur qui figure assurément parmi les 10 plus importants de l'histoire du cinéma. L'iconoclaste Jean-Luc Godard, enfant terrible de la nouvelle vague qui, à son tour, a révolutionné le langage cinématographique. Michel Hazanavicius et son acteur Louis Carrel nous offrent un portrait drôle et pertinent d'un artiste en pleine crise existentielle, à un moment crucial de sa carrière où il va rejeter le cinéma narratif et commercial pour s'auto-saborder en devenant un réalisateur militant et anonyme. Dernière étape de notre voyage à travers l'histoire du cinéma, le tournant des années 60-70 avec un autre révolutionnaire armé d'une caméra, l'étonnant Melvin Van Peebles, auteur du cultissime Sweet Sweetback Badass Song en 1971, un brûlot antiraciste et anti-hollywoodien qui allait donner naissance à la Blaxploitation. 30 ans plus tard, le propre fils du réalisateur en racontant la genèse dans une fiction haute en couleurs intitulée Badass. Bel hommage s'il en est d'un fils à son père, d'autant que la ressemblance est troublante. Mario joue en effet le rôle de Melvin, qui lui-même interprétait le rôle principal de son film, dans lequel Mario apparaissait à l'âge de 12 ans pour incarner son père enfant. Vous me suivez ? Enfin, pour être exhaustif, il faut citer Dragon de Rob Cohen, qui raconte la vie de Bruce Lee durant les années 60 et 70, son arrivée aux États-Unis, son ascension, son succès et sa mort. Mais Bruce Lee, qui ne réalisa qu'un seul film, fut surtout connu en tant qu'acteur que champion d'arts martiaux. N'oublions pas aussi Pasolini d'Abel Ferrara avec William Dafoe, qui retrace les derniers jours du poète cinéaste italien assassiné en 1975. Le grand intérêt de ces films réside pour l'essentiel dans l'aspect reconstitution, à la fois des époques, mais aussi de la vie de ces réalisateurs aimés, jusque dans leur vie privée. L'autre grand intérêt vient aussi de l'aspect making-of, qui nous montre l'envers du décor de films vus 1000 fois. La plupart d'ailleurs se focalisent sur la création d'une œuvre en particulier, M le maudit, Psychose, Sweet Sweetback Badass Song notamment. En bref, on notera quand même que ces films sont encore relativement rares, puisqu'en dehors de cette liste, peu voire pas de films ne se consacrent à la vie de réalisateurs. Du coup, il manque quand même quelques grands noms, notamment par exemple Griffith, Murnau, Rossellini ou Truffaut. Par ailleurs, on relèvera aussi que sur ces 13 films, 9 concernent des réalisateurs anglo-américains, et aucun ne concerne des femmes. Enfin, pour finir, je ne peux que vous conseiller de regarder ce sympathique court-métrage de 1999 intitulé George Lucas in Love, dans lequel on suit le futur réalisateur durant ses années de fac, en train d'écrire l'histoire de Star Wars en s'inspirant des personnes qui l'entourent. You're beautiful.